aujourd'hui une très belle journée, très belle conférence aujourd'hui parce qu'on a des particularités. Vous le savez, et vous avez vu défiler sur l'écran géant. Vous savez que la collecte de sang, c'est notre 8e édition cette année. Ça a commencé, vous avez vu passer avec un objectif de 160 donneurs. Et là, on remonte, il y a 8 ans, où on trouvait qu'on avait poussé la machine un peu à 160 à cette époque-là. Et on s'est rendu compte assez vite que la machine avait beaucoup de power. Et au fil des ans, ça l'a monté de plus en plus sans arrêt. Je vous avoue honnêtement que j'étais pas certain à chaque année qu'on atteindrait notre objectif parce qu'il ne faut pas se cacher qu'on est à Plessisville. OK? Et ça, il faut comprendre que c'est le plus beau, la plus belle ville au monde, mais on sait que la population est quand même très, très petite. Et si on compare avec d'autres grandes villes à travers le pays, ben c'est sûr qu'on se demandait jusqu'à quel point on pourrait réussir à avoir un résultat de notre objectif à chaque année. Mais la preuve est là. À chaque année, les objectifs ont monté, on les a atteints et même dépassés de façon extraordinaire. Mais là, on est rendu à un autre point, un point tel que même Héma-Québec ne pouvait pas prévoir, parce que dans leur système informatique, et Patrice me disait, et ça nous a fait sourire, leur système informatique arrête à 999. Et ils ont été obligés de changer leur système informatique à cause de nous. Alors cette année, c'est ça qui est extraordinaire, notre objectif, et vous le savez, en plein dans le mille, on veut aller chercher 1000 donneurs. Ce qui est quelque chose, parce que je vous en parle aussi depuis longtemps, que même des grandes villes ont eu de la difficulté à atteindre des objectifs aussi impressionnants, mais c'est ça. Et la seule et unique raison pour laquelle ça fonctionne, ben c'est les 432 jeunes ici assis et les autres qui sont en classe secondaire 2, secondaire 4, ben c'est grâce à vous autres. Fait qu'en partant, une main d'applaudissement pour vous autres parce que depuis 7 ans, depuis 7 ans que vous croyez au projet. Ici, dans l'école, ben, vous avez remarqué, là, les décors sont cachés. C'est une école qui bouge énormément, qui a des activités sans arrêt. Et ce qui est merveilleux, qui est beau de notre école, c'est que vous embarquez dans ces projets-là, autant dans le culturel, le parascolaire, dans l'humanitaire, dans le communautaire, vous êtes toujours là. Et vous avez démontré jusqu'à l'an passé, à notre 7e édition, que vous étiez aussi dans le projet de la collecte de sang. On a obtenu 984 donneurs l'an passé. On est à 16 donneurs près. J'ai fait un petit message hier à l'Intercom pour vous inciter à inscrire vos donneurs. Ce matin, ben, on est passé de 480 hier à 600 aujourd'hui ce matin. Fait qu'il y en a une bonne gang qui ont inscrit. Merci. Mais je sais qu'il en reste qui ont encore ou peut-être pas pris le temps d'inscrire leurs donneurs. Et prenez ce temps-là. Inscrivez vos donneurs. C'est le fun de voir monter notre thermomètre de donneurs là-dessus. Et j'espère qu'on aura, après la conférence d'aujourd'hui, ben, en tout cas qu'on vous aura peut-être sensibilisé encore plus pour aller recruter au moins, et je vous l'ai dit et je le répète, et c'est ma ligne de bataille depuis le début, depuis 7 ans, un élève, un donneur. On a 800 élèves dans l'école. Si chacun fait sa petite part, un élève, un donneur, ben notre 1000, la population va faire la différence, c'est ça, j'y crois, dur comme fer, mais c'est juste ce que je veux, que chacun fasse sa petite part. Je vous laisse, et vous le connaissez aussi, Patrice, qui embarque dans notre folie, et ce matin, il a les mains moites un peu, je sais pas pourquoi, là, mais il a les mains moites un peu, parce qu'il voit une belle gang de crinqués ici à l'école qui, depuis des années, dépasse tout ce qu'on aurait pensé et espéré de notre côté comme de celui d'Héma-Québec, que je vous le présente encore à nouveau cette année. Patrice Quentin d'Héma-Québec. Merci. François Gagnon, mesdames et messieurs. Il est hot, François. Il est vraiment très hot. Je suis choyé de le connaître. Je suis choyé qu'il m'ait fait faire la connaissance à un groupe exceptionnel, vraiment. Je travaille chez Héma-Québec depuis 1999. Ça va faire 19 ans que je travaille chez Héma-Québec.
Et en 19 ans de carrière, j'ai jamais vécu un tel enthousiasme. J'ai jamais vécu une telle énergie. C'est pas parce que vous êtes là, aucunement, c'est vrai. Notre objectif, c'est 1000. Hey guys, 1000 personnes dans une école à Plessisville par surcroît. Je ne sais pas si vous êtes capable de mesurer l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est 4000 patients qui vont pouvoir, si on atteint l'objectif, qui vont pouvoir être traités grâce à votre implication, grâce à l'implication de François, grâce à l'implication de la direction, grâce à la polyvalente La Samar. 4000 personnes, 4000 patients du Québec vont vous devoir rien de moins que la vie. C'est ça, Héma-Québec. Héma-Québec, c'est quoi? C'est le seul organisme de la province qui fait ce qu'il fait. On est les seuls mandatés par le gouvernement du Québec à aller chercher 1000 poches de sang par jour. Ah oui, ça c'est notre objectif pour l'ensemble de la province. 1000 poches de sang chaque jour. Vous autres, le 30 avril, ça va être votre objectif de votre collecte. Vous allez avoir sur vos épaules l'objectif de la province au complet sur une journée de collecte de sang. Alors, comprenez-vous pourquoi un petit peu ce matin j'ai les mains moites? Oui, elle est importante, elle est essentielle. Ça ne se fera pas en criant ciseaux, ça je le sais. On vous demande depuis 8 ans de faire du recrutement, d'aller chercher une personne de votre entourage qui s'engage à venir faire un don de sang. C'est ça, Héma-Québec. Héma-Québec, c'est 2 statistiques que je déteste aussi. Il y a seulement 3% de la population au Québec qui donne du sang. On est archi pourri, on est mauvais. 3%, c'est pas bon. Quand on se compare avec d'autres pays, notamment en France, 5% de la population en France donne du sang. Ben là, Patrice, juste 2% d'écart, c'est pas vraiment mieux. Ben, quand même. Ils sont des millions de plus que nous en population totale. Le 2% d'écart représente des centaines, des milliers de donneurs de plus que nous. Les champions dans le monde, les Allemands, 20% de la population en Allemagne donne du sang. C'est énorme. On aurait beaucoup à s'inspirer d'eux autres. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les Européens notamment commencent dès l'âge primaire et secondaire à sensibiliser les jeunes à l'importance du don de sang lorsque les gens auront 18 ans. Bien, c'est exactement ce que l'on fait dans le cadre de votre collecte de sang. 1000 poches de sang tous les jours, ça c'est notre défi. Parce qu'à chaque 80 secondes, une personne au Québec a besoin de sang. À chaque 1 minute 20 qui passe, il y a quelqu'un de notre province, pas dans le monde, pas dans l'univers, une personne du Québec, quelqu'un de chez nous, reçoit du sang à toutes les 80 secondes. Et il y a seulement 3% de la population qui donne du sang. L'autre stat que je déteste, 60%. On a, nous tous ici, malheureusement, 60% des risques dans nos vies, et ce, avant d'atteindre l'âge de 60 ans, d'avoir recours à une transfusion. Mon père en a eu besoin 3 fois. Mon beau-père en a eu besoin 6 fois. La coach de soccer de ma fille, Alexia, ma fille, joue au soccer. Sa coach, Geneviève, 20 ans, étudiante en droit à l'Université Laval, elle a reçu des transfusions, multiples fois. 65. Accident de voiture à Trois-Rivières, le 9 juin 2012. Ça va faire 6 ans cet été. Magané, 3 mois et demi de coma. Il y a 65 personnes qui, à un moment donné ou à un autre, ont croisé la vie de Geneviève sans que les personnes ne le sachent. Ils ont donné du sang et c'est elle qui l'a reçu. Elle ne connaît pas. Un geste anonyme pour sauver quelqu'un de notre province. C'est ça, Héma-Québec. Héma-Québec, c'est pas juste ça.
Quand Québec est arrivé dans le décor de la province en 1998, j'y travaille, j'y vis quasiment, j'y suis fier d'y travailler, vraiment. C'est 1300 employés répartis sur une montagne immense de bénévoles. Ils sont 16 000 au Québec à donner du temps de qualité, à s'investir pour le bien des autres, à donner aux suivants. Ils sont 16 000 personnes à lever la main et dire « Hey, quand tu vas passer dans mon coin, là, fais appel à moi, je vais y aller donner du temps. Je vais t'aider à organiser les 2000, 2200, 2500, 3000 connexions par année. Ça dépend toujours de l'état de la réserve. Nous, on est évidemment soumis à la demande des hôpitaux. Donc, bon an, mal an, c'est environ 2500, 2700 connexions qui sont organisées. Ils sont 16 000 à les organiser de concert avec nous. Une chance qu'on les a. On ne pourrait pas y arriver sans ça, c'est sûr. 3 % de la population donne du sang. C'est trop peu, malheureusement. Il faut préparer la relève. Ailleurs dans le Canada, ceux et celles qui font exactement le même travail que nous, c'est la SCS, la Société canadienne du sang. Ils ont le même mandat. Nous, on travaille sur l'approvisionnement des hôpitaux du Québec. À ce jour, 2018, malgré toutes les connaissances, malgré toutes les avancées technologiques, scientifiques, il n'y a rien qui remplace le sang humain. Il n'y a rien. Il n'y a pas de produit synthétique qui existe pour dire le produit miracle pour sauver, pour aider, pour traiter la vie de 80 000 personnes. Il y a 80 000 personnes du Québec, de notre province, qui reçoivent annuellement des transfusions de produits sanguins. Ils sont 80 000. Juste pour faire une idée, Centre Vidéotron à Québec, il y a 20 000 places. C'est 4 fois le Centre Vidéotron, bien plein. Ce qui est très rare, Centre Vidéotron, ceci dit. Pas de club encore. C'est 4 fois le Centre Vidéotron, bien plein. Ça représente le nombre de personnes qui, annuellement, n'ont pas choisi leur état, qui subissent l'importance et l'urgence d'une transfusion. Le médecin qui arrive à la solution ultime de te transfuser, c'est parce qu'il a essayé un paquet d'affaires dans ton traitement, dans ton protocole, puis ça n'a pas marché. Ce qui reste comme piste de solution potentielle, c'est la transfusion. Sans ça, tu n'y arrives pas. À moins d'être un petit miracle sur deux pattes, comme ce genre que je vais vous présenter dans quelques instants. Parce qu'il y a des miracles, il y en a. Mais pour réaliser ces miracles-là, ça prend des donneurs, ça prend des donneuses, ça prend des participants, ça prend du monde engagé qui veulent faire la différence pour ceux et celles qui n'ont pas notre richesse. Je ne te parle pas d'argent. Je te parle juste de la richesse de la santé. La chance que l'on a d'être en bonne santé. On a le loisir, on a la possibilité dans nos veines de changer la vie, le cours de la vie de plusieurs personnes. Il faut juste prendre le temps. Il faut juste être sensible à ça. Il faut juste ouvrir nos œillères et dire « Ouais, moi là, je peux faire cette différence-là. » Ah, c'est sûr, il y a 2 freins majeurs. 2 raisons principales pour lesquelles les gens ne donnent pas de sang. La peur. Ouais. La peur que ça fasse mal. Ça pince. Oui. L'aiguille est grosse, c'est vrai. Mais ça dure une fraction de seconde. Ça dure l'espace d'un pic. Après ça, tu ne ressens pas rien. Il n'y a pas de pompe là, qui suce le sang. OK? Ça coule par gravité. Non, non. On se calme les nerfs. La peur. La peur d'attraper une maladie. Hey, je te rassure. Aucune chance, aucun risque de contracter quoi que ce soit dans le fait de donner du sang. Tout le matériel stérile, usage unique, détruit après usage. Comment? Le manque de temps. Ah, moi, je donne pas de sang. Après, je suis trop occupé, trop busy. Grosse compagnie, homme d'affaires, rendez-vous, mes loisirs, mes enfants. Ouais. 1 heure. 1 heure de ton temps. C'est pas vrai. 1 heure de ta semaine. Pas vrai. 1 heure en 2 mois. 60 minutes de ton temps que tu peux planifier dans ton agenda, by the way. 60 minutes pour sauver 4 vies. T'as pas le temps. Hey, sont les valeurs. Sont les priorités. Ouvre les œillères. 60 minutes. Hey, on ne prélève pas pendant 60 minutes, là. Ben non. Le processus complet prend 60 minutes. L'accueil, l'inscription, le questionnaire de santé, la rencontre avec l'infirmière, le don, l'acte de remplir la poche, 5 à 10-12 minutes. Le repos de 5 minutes, la collation, tout ça dans une boucle de 60 minutes pour sauver 4 vies. 4 vies! T'as pas le temps? Comment? Il faut juste revoir nos priorités. Il
Il faut revoir nos priorités, remettre nos valeurs centrées. Ils n'ont pas choisi leur État, ils le subissent. C'est ça, Éva Québec. Dans quelles circonstances, dans quelle situation une personne pourrait avoir besoin de sang, de transfusion, de produits sanguins? Bien, c'est sûr que le premier réflexe, l'accident de voiture. C'est sûr. Malgré que les voitures aujourd'hui sont mieux en mieux construites, beaucoup mieux développées, beaucoup plus sécuritaires, il y a encore, malheureusement, trop d'accidents de voiture dont les personnes à bord requièrent des transfusions de produits sanguins. Le dernier exemple que j'ai en tête, à la semaine de relâche, je suis allé faire du ski au massif de la petite rivière Saint-François. À ma sortie du centre de ski, il y avait encore des voitures accidentées. Il y avait eu un accident de voiture sur la route le matin. Les voitures étaient encore là. Il y avait un VUS qui était coupé en deux. Tabarouette! Ça a fessé. 0 mort. Que des blessés graves, mais 0 mort. Bien, ces gens-là ont reçu des produits sanguins de la part d'Éva Québec. Une chance que les donneurs étaient là. Autre situation, un accouchement. Un bébé dans une famille, c'est une bonne nouvelle. Toujours en autant que la maman et le bébé se portent bien. C'est pas tous les accouchements qui tournent bien, malheureusement. Lorsque maman fait une hémorragie sévère, Éva Québec va intervenir, c'est sûr, avec des transfusions. Le sang de cordon, le cordon qui relie la mère et le bébé est rempli d'une cellule, en fait de cellules souches, de cellules mères, et de ressources incroyables pour traiter des cas de maladie, des cas de cancer. On prélève ça chez Éva Québec. On va chercher, on distribue ça chez Éva Québec pour les patients et les patientes. Le lait, ben oui, tu l'as peut-être vu dans la petite vidéo. Éva Québec est responsable de la vente de lait maternel pour les bébés que l'on qualifie les prématurés. Bon, une grossesse, c'est 9 mois, c'est 40 semaines. Tu es considéré comme bébé prématuré à 36 semaines et moins. Nous, présentement, avec l'inventaire de lait maternel que l'on a, on peut servir actuellement les bébés de 29 semaines et moins. 29 semaines, là? Moi, j'ai déjà vu ça. Un bébé de 29 semaines, là, ça rentre dans le creux de ma main. C'est minuscule. Ça vit. Ça vit avec d'excellents soins et avec du lait maternel. Une maman qui accouche, qui allait son enfant et qui, bon, dans la période d'allaitement, elle a un surplus de lait, elle surproduit du lait. On peut, chez Éva Québec, on va aller chercher ce lait-là. On va le traiter, l'analyser, on va le distribuer pour les grands prématurés. Ils en ont besoin. C'est le meilleur outil pour se défendre contre les virus et les bactéries, pour surtout finaliser leur formation interne. On intervient chez les bébés aussi. Éva Québec, bien sûr, aide à des cas de cancer, des cas de maladie, bien sûr, avec des greffes de cellules souches, des transfusions de produits sanguins, produits plaquettaires. On intervient là-dedans. Et dernier point, ça, on n'a peut-être pas tendance à s'en souvenir, mais Éva Québec intervient aussi dans les cas d'incendie majeurs, avec le volet des tissus humains. Ah ben oui, Éva Québec fait ça aussi. C'est gros, Éva. C'est énorme. Et on est un service pour la population du Québec. Le meilleur pansement qui existe pour une personne qui a été affectée par brûlure sur une grande portion du corps, c'est de la peau humaine. On fait ça. On la distribue. Le meilleur pansement pour guérir les plaies suite à des blessures, c'est de la peau humaine. On est là pour ça. On a 60% des risques dans nos vies, et ce, avant l'âge de 60 ans, d'avoir recours un jour ou l'autre dans notre vie à une transfusion. La plus belle affaire que je peux vous souhaiter, en tant qu'employé d'Éva Québec, jamais je veux travailler pour toi. Je veux jamais travailler pour toi. Moi, j'organise des cahiers de sang. Ça, c'est mon travail. Si j'ai organisé des cahiers de sang pour toi, ça veut dire que tu es malade, que tu ne files pas, que tu n'es pas en train de vivre normalement ta vie d'ado, tu n'es pas en train de venir à l'école pour apprendre pour ton futur, pour ton éducation, ta formation, peu importe. Tu n'es pas en train de vivre normalement. Tu es pogné à l'hôpital avec la maudite jaquette bleue qui ne ferme pas en arrière. Ta voix, hein? Je veux travailler avec toi. Ça, je veux faire ça. Et le 30 avril, on va travailler ensemble. Ça va être un super projet. On va chercher 1000 donneurs à votre collègue de sang. Merci, Gary. Ils sont 80 000 que je ne connais pas personnellement.
J'en connais quelques-uns. J'en présente un ce matin. Une personne que je qualifierais de miracle sur deux pattes. Il va raconter son histoire tout à l'heure. Puis je pense que vous allez en apprendre pas mal. Écoutez, s'il vous plaît, et accueillez Sergent Ricardi. Bonjour, je m'appelle Sergent André. Je suis un proche. Il y a environ 18 ans, j'avais 12 ans, que je suis rentré au secondaire, en secondaire 1, que je vais vous conter un peu mon histoire de vie, pourquoi j'ai eu recours aux dons de sang durant ma vie, que sont... je vais switcher. Bon, que je suis vraiment content d'accepter la présidence d'honneur de la collecte de sang cette année. Puis en plus, je suis content de revenir dans mon école secondaire. Que, dans le fond, j'ai mis des photos de moi quand j'étais au primaire. On me voit à droite, j'étais en 6e année. Ici à gauche, dans le fond, je suis un ancien joueur de hockey qui jouait dans le 2A. Que j'étais un enfant normal, en pleine santé. Je finissais mon primaire, j'étais en 6e année, en pleine forme. Je mesurais 5 pieds 7, je faisais 135 livres, j'étais en santé. Ensuite de ça, je suis rentré ma première journée en secondaire 1. Dans le fond, dans notre temps, c'était des demi-journées. Que je suis rentré à fin août en secondaire 1. J'avais une demi-journée. C'est ça, que je rentre pour ma journée. L'après-midi, ma mère m'avait pris un rendez-vous avec ma pédiatre. Que je venais de finir mon camp d'entraînement du PIO 2A. Tout allait bien, j'étais en pleine forme, en pleine santé, un enfant normal. Ensuite de ça, j'avais mon examen chez ma pédiatre l'après-midi. Dans l'été, par pur hasard, j'étais couché sur le divan, j'écoutais la télé. Puis là, j'avais la manette de la télévision sur l'abdomen. Puis là, la manette a sauté, comme j'avais un poids abdominal. Que je dis ça à ma mère est infirmière, qui a dit ben prends ça en note. Quand on ira voir ton docteur, tu y en feras part. Je vais voir mon médecin, elle me fait mes examens. À la fin, je dis ah oui, c'est vrai, cet été, quand j'étais couché sur le dos, je sentais que la manette a sauté au niveau de mon abdomen. Que le médecin a dit on va te palper, que là, quand ça me palpe. Puis là, en palpant l'abdomen, elle a senti une masse. Que tout de suite, elle pensait à une anévrisme de l'aorte, mais vu que j'avais 12 ans, ben, une anévrisme de l'aorte, c'est quand même assez rare. Que, elle dit on va t'envoyer à l'hôtel Dieu d'Arthabasca pour faire une échographie. Puis en faisant l'échographie, dans le fond, ils ont découvert que j'avais une masse, qui m'ont transféré tout de suite à Sainte-Justine. Puis à Sainte-Justine, ils faisaient des tests, ils prenaient des prises de sang, voir si j'avais des marqueurs de cancer dans le sang. Puis ça disait rien. Ils ont été obligés de me faire une biopsie au niveau de l'abdomen. Puis là, c'est là que, dans le fond, ils ont découvert que j'avais une tumeur desmoplastique avec du cellules rondes. C'est pour ça que je vous ai mis un corps humain, mais dans le fond, ma tumeur, elle se situait autour de l'aorte dans l'abdomen, qui est la plus grosse veine de notre corps qui part du corps. Quand on a su que j'avais mon cancer, dans le fond, la tumeur était autour de l'aorte, elle compressait sur mon artère de rein droit. Quand on a su que j'avais mon cancer, mon rein droit il était atrophié, il ne fonctionnait plus, mais mon rein gauche, on peut très bien vivre juste avec un rein. Que mon rein gauche, il avait compensé. Que là, ma vie du jour au lendemain, du petit gars en santé, en pleine forme, ben, ça a changé du tout au tout. Que là, j'étais en camp d'entraînement, que ma plus grande passion était le hockey, que c'est sûr que ma saison de hockey était finie. En plus, je suis rentré ma demi-journée, comme je dis, au secondaire. En secondaire 1 en plus, on a tout hâte d'arriver au secondaire, connaître du nouveau monde. Puis déjà que la polyvalente, quand on part du primaire au secondaire, c'est une grosse épreuve parce qu'on rentre dans une grosse école, on connaît des nouvelles personnes. Je n'ai jamais revenu à l'école. J'ai commencé mes traitements en septembre. Dans le fond, mes traitements, comment ça fonctionnait, c'est que j'avais une semaine de chimio intensive. Après ça, je tombais 3 semaines en congé de chimio. Après ça, j'avais 1 semaine de chimio, 3 semaines de congé. J'ai eu des traitements, ça a commencé en septembre. Rendu
peut-être en avril 2001, je répondais très bien au traitement. La masse a rapetissé. Dans le fond, la tumeur desmoplastique, c'est une tumeur assez rare. J'étais le premier au Canada à avoir ce type de cancer-là. Quand on a su que j'avais mon cancer, dans le fond, la tumeur était de stade 4, elle était vraiment agressive, puis c'est un cancer vraiment agressif. Que la chimio qu'ils m'ont donné, c'était tellement fort que c'est pas long que dès que j'ai eu le premier traitement de chimio, j'ai tout perdu, mes cheveux, mes sourcils, mes cils, j'avais plus aucun poil sur le corps. Puis j'ai perdu tout de suite du poids, j'étais vraiment beaucoup malade, j'avais des nausées, je vomissais. J'ai très bien répondu au traitement. En avril 2001, la tumeur elle a fondu. Elle s'est parallèlement décollée d'autour de la heure. Parce que, dans le fond, souvent un cancer, les médecins peuvent opérer, aller la retirer. Mais moi, j'étais autour de la heure. Ils ne pouvaient pas risquer d'aller gratter la tumeur et l'enlever, puis perforer la heure. Parce que s'ils m'avaient perforé la heure, je me serais vidé sur la table d'opération. Ils ont réussi à l'enlever à 99,9%. Que par la suite, j'ai eu des traitements de radiothérapie pour être sûr qu'ils détruisent toutes les petites cellules qui restaient. Là, c'est sûr, avec la chimio, comme j'ai dit tantôt, ça avait détruit ma tumeur, mais ça avait détruit aussi toutes les autres choses. Dans le fond, ma moelle osseuse qui produit le sang. Il a fallu que j'aie une greffe de... Dans le fond, il y a plusieurs greffes, de sortes de greffes. Là, ça, c'est moi pendant mes traitements de chimio. On peut voir sur la photo de droite que j'ai plus de sourcils, j'ai plus de cils, que je suis vraiment maigre. Ensuite de ça, dans le fond, on va être en tension, mais ça détruit pas mal toute ma moelle osseuse. Il a fallu que j'aille une greffe. Dans le fond, on appelle ça une greffe autologue. C'est qu'ils prennent ta moelle osseuse par aphérèse. Puis là, après ça, ils envoient ça dans les laboratoires, puis ils font maturer ta moelle osseuse, puis après ça, ils te regreffent ton propre sang pour repartir ta moelle osseuse comme une nouvelle moelle pour que l'hémoglobine, ben dans le fond, l'hémoglobine, les globules rouges, les globules blancs et tout repartent, puis que ton système sanguin soit nouveau. Que ça a super bien été. Qu'en juillet 2001, je suis tombé en rémission. Que là, on est en juillet, que là, j'ai pu recommencer l'école en août, que je suis revenu à la polyvalente. Tout allait bien, j'étais en pleine forme. C'est sûr que ça m'avait quand même hypothéqué un peu. Mais j'ai fait tout mon secondaire 1, 2, dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5, tout allait bien. Mais on savait que suite à mon cancer, comme je vous avais dit tantôt, quand on a su que j'avais mon cancer, la tumeur, elle avait compressé sur mon rein droit, que mon rein droit ne fonctionnait plus. Puis avec la chimio, qui était tellement agressive, suite à mon cancer, dans le fond, on a vu que la chimio avait attaqué mon rein gauche, qu'on savait que j'allais tomber en insuffisance rénale, que mes reins allaient arrêter de fonctionner, mon seul rein, mais on ne savait pas quand. J'étais en secondaire 5, je m'avais inscrit pour le voyage de fin d'année qui était en Floride. Tout allait bien. On est arrivé à Noël pour les vacances de Noël. Puis, passe Noël, mange la tourtière, tout ce qui est pas bon pour la santé. Puis, je me sentais pas bien, on était le 2 janvier, je me sentais pas bien. Puis là, mes parents ils m'ont dit, on va monter à Sainte-Justine. Puis là, en montant à Sainte-Justine, ils m'ont pris mes prises de sang. Puis là, c'est là qu'ils ont vu que, dans le fond, ma créatinine puis mon urée dans mon sang était vraiment élevée. Puis là, on savait que j'étais en insuffisance rénale terminale, là, que mon rein gauche ne fonctionnait plus. Que je tombais dans le fond, insuffisance rénale, que j'ai commencé à faire de la dialyse. Puis là, dans le fond, pourquoi l'importance du don d'organes, du don d'organes et des transfusions et du don de sang? C'est que pendant, disons, mes traitements de chimio de 2000 à 2001, c'est sûr que la chimio est tellement forte que, comme j'ai dit, ça détruit tout le système sanguin. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de transfusions de plaquettes, ça sert à la coagulation, transfusion de globules rouges, transport d'oxygène. Les transfusions de globules blancs, ça sert, dans le fond, des petits soldats. Après ça, j'ai eu des transfusions suite à ma greffe de moelle osseuse, des transfusions de gamma-globuline, que c'est des protéines du sang qui agissent comme des anticorps pour te défendre. Puis, ça, je voulais parler. Que ça, c'est pendant ma radiothérapie en 2000-2001. Entre mes traitements, vu que c'était à Montréal, c'est sûr qu'on habitait là pendant un mois pendant mes traitements de radiothérapie.
Puis j'avais eu l'après-midi, j'avais pas de traitement, que souvent on allait faire plein d'activités. Puis là, ça, c'est on me voit aux expos, qui n'existent plus à cette heure, mais il existait dans ce temps-là. C'est ça. En rémission, je suis tombé en rémission en juillet 2001. Comme on peut voir, c'est Sylvain Groslot qui est encore professeur ici. Il commençait sa carrière pendant mes traitements en 2000. C'est sûr qu'il fallait que j'aille encore à l'école, que c'était mon professeur privé à la maison. Que on se voit, je suis en rémission, c'est par après, en secondaire 2, on était allé, on s'avait fait inviter par les Canadiens dans la loge de José Todor, que j'avais apporté Sylvain. Là, on me voit à droite avec mon scooter à 14 ans. Okay. C'est ça. En 2005, je suis en secondaire 5. J'ai commencé à faire de l'hémodialyse. Au début, je la faisais à l'hôpital parce que la dialyse nocturne à la maison n'existait pas encore. Que pendant la 3e et 4e étape de mon secondaire 5, j'allais 3 fois semaine à l'hôpital, des après-midi de temps pour avoir mes traitements d'hémodialyse. Que la machine à gauche, ça s'appelle une machine d'hémodialyse, que ça remplaçait mes 2 reins, que ça nettoyait mon sang. Que entre mon année 2005-2006, je suis rentré au cégep. Puis là, le premier hôpital au Québec à offrir l'hémodialyse nocturne à la maison, c'était Sherbrooke. Que j'étais allé apprendre à me piquer, à monter ma machine. Que ça m'a permis, pendant l'été, en 2005 et 2006, avant de rentrer au cégep, j'ai appris à faire ça. Que sont venus installer la machine à la maison, que ça m'a permis de pouvoir aller continuer mes études au cégep. Que je faisais ça pendant la nuit, que pendant que je dormais, je faisais mon hémodialyse. Dans le jour, j'allais à l'école. Puis là, vu que j'étais insuffisant rénal, ben, c'est sûr qu'on a pensé tout de suite à une greffe de rein. Que mes 2 parents ils ont fait les examens pour me donner un rein. Tout allait bien. Puis là, ma moelle osseuse, mes globules rouges, mon hémoglobine, restait tout le temps environ à 100. Que mes hématologues se demandaient pourquoi. Ils m'ont fait une ponction de la moelle. Puis là, ils ont découvert que j'avais une mélodysplasie qui avait pu m'amener à avoir la leucémie un jour, on ne savait pas quand. Que pour ça, j'ai pas réussi à avoir ma greffe de rein. Il a fallu que j'aille une greffe de moelle osseuse. Un autre, la 2e. Au lieu d'avoir ma greffe en 2006, j'ai eu une greffe de moelle osseuse. Puis à Sainte-Justine, elle grandissait le pavillon Charles Bruno. Puis on était sur un autre étage. Quand je suis rentré pour ma greffe de moelle osseuse, j'étais quand même en forme. Mon cancer, je l'avais eu en 2001. Quand je suis rentré, j'ai demandé au docteur c'est quoi le record du plus vite sorti d'une greffe de moelle osseuse. Que là, ils m'ont répondu 21 jours. Que moi, j'ai dit que je pouvais battre ça. Que je suis rentré pour ma greffe de moelle osseuse en 2006. Tout allait bien. Je me suis demandé un vélo stationnaire dans ma chambre, puis à chaque soir, après mes traitements de chimio, je faisais 2 heures de vélo. Puis j'ai battu le record après 20 jours, je suis sorti. Que la vie était belle, tout allait bien. J'avais une belle moelle osseuse neuve. Que tout allait bien. Je suis revenu chez nous, puis une greffe de moelle osseuse, il faut que tu prennes des antirejets 6 mois, puis après ça, tu n'as plus besoin d'antirejets pour le restant de ta vie. Que ça faisait environ 5 mois et demi. Que là, je commençais à pas trop filer, mes gencives avaient enflé. Que j'avais pas des traitements, mais j'avais des rendez-vous réguliers à Sainte-Justine. On est monté à Sainte-Justine, les médecins ne savaient pas trop ce qui se passait. Là, ma moelle osseuse, mon sang a commencé à diminuer, mon hémoglobine, mes plaquettes. Que là, ils voyaient que ça ne fonctionnait pas pantoute, que j'ai fait un rejet. J'ai rejeté ma greffe. Puis là, en rejetant ma greffe, ils m'ont fait des biopsies, puis ils ont découvert que j'avais de l'aspergillose. Ça, c'est un champignon. Ça avait passé aux nouvelles, dans le fond, pendant ma greffe, vu qu'on était sur un étage plus vieil, dans la ventilation à Sainte-Justine, ils ont découvert qu'ils avaient mal fait leur nettoyage de ventilation, qu'il y a des champignons qui sont formés dans la ventilation. Puis pendant ma greffe, vu qu'ils m'avaient donné la chimio, ben, ils mettent ton système à 0. J'étais en aplasie. Que j'ai attrapé les champignons. Que ça m'a fait rejeter ma greffe. Puis la seule affaire pour combattre les champignons, c'est des globules blancs. Que vu que j'avais plus de moelle osseuse, il n'y avait comme plus rien à faire. Que pendant tout l'été de 2006, il y a un monsieur, c'est l'importance du don, il y a un monsieur pendant 1 mois de temps, en 2006, qui m'a donné ses globules blancs. À tous les jours, le monsieur se présentait chez moi Montréal. Il donnait ses globules blancs. Ça s'en venait d'urgence à Sainte-Justine. Il me donnait ça, ça avait 1h30. Que ça s'en venait d'urgence à Sainte-Justine. Il me transfusait les globules blancs. Qu'ils ont fait ça pendant 1 mois pour se rendre compte que finalement ça ne marchait pas. Qu'il y avait plus rien. Les médecins sont venus m'annoncer qu'il n'y avait plus rien à faire.
Qu'en 2006, septembre 2006, il n'y avait plus rien à faire. Je pesais 85 livres. J'avais cette grandeur-là. Il me restait juste les os et la peau sur le corps, qu'il n'y avait plus rien à faire. Que j'ai décidé de venir finir, vu que je suis en soins palliatifs, mes jours ici à Plessisville, chez mes parents. Que le soir, je me couchais, je parlais jusqu'à 2-3 heures avec mes petits frères, ma grande soeur, parce que je ne savais pas si j'allais me relever le lendemain matin. Que là, vu que j'avais plus de moelle osseuse, c'est là que j'ai eu le plus besoin du don de sang. Puis à tous les 2 jours, vu que j'avais plus de moelle osseuse, à tous les 2 jours, moi et ma mère, on partait à 7 h le soir, on montait à Sainte-Justine, j'avais ma chambre privée, une transfusion de plaquettes, transfusion d'hémoglobine, puis on repartait, on revenait à Plessisville. Parce que quand je suis parti en soins palliatifs, il me laissait environ 2-3 mois. On faisait ça au début. Finalement, ça avait passé 1 an, puis j'étais encore vivant. À tous les 2 jours, j'avais des transitions pendant 1 an. C'est pour ça que mon petit vidéo, je disais que j'avais eu au moins, on ne sait pas, il y a des décomptes exacts, là, mais j'ai eu au moins 500 transitions de sang durant ma vie, jusqu'à présent. On était rendu en 2007, j'avais repris du poids, je faisais mes affaires, malgré que je savais que j'allais décéder. J'ai demandé de faire une greffe de moelle osseuse. Les médecins ne voulaient rien savoir parce qu'ils disaient « t'es insuffisant rénal, si on donne une greffe de moelle osseuse, ça va te mettre en aplasie, ton système va être encore plus faible, que là, les champignons, ils risquent de monter au niveau du cerveau. Puis là, s'ils montent au niveau du cerveau, c'est fini. » Qui ne voulait pas. Je suis retourné chez nous, j'avais des transitions tous les 2 jours, je continuais ma vie, j'avais repris un peu de poids encore. Puis là, en 2008, je n'étais pas encore décédé, que les autres ne comprenaient absolument rien. Puis à Sainte-Justine, mon surnom, c'est l'extraterrestre parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi en ce moment, je suis encore ici. Puis en 2008, j'étais retourné voir mes médecins, j'ai dit « Hey, j'aimerais ça refaire une greffe. » Puis là, ils m'ont dit « T'es le premier à avoir eu ce cancer-là. Pendant tous tes traitements, tu as toujours fait des choses qu'on n'avait jamais vues. Que go, Sergent André, on embarque avec toi. » Puis en 2008, j'ai refait une greffe. Que dans le fond, la greffe de 2006, je ne l'avais pas dit, mais c'est des centres cordons. Que tantôt, Patrick qui parlait du centre cordon, qu'il y a des femmes qui accouchent prennent le sang du cordon ombilical, les cellules souches. Puis en 2008, j'ai refait une greffe de moelle osseuse avec 2 centres cordons cette fois-là. Puis ça faisait, tu sais, la première fois, j'avais battu le record de 20 jours, là, ça faisait 2 mois que j'étais hospitalisé dans ma chambre. Puis quand tu es en greffe, tu es dans une chambre à pression négative. Que c'est pire que la prison. Je suis jamais en prison, là, mais je pense que c'est pire que la prison. Que le monde, quand ils viennent te voir, premièrement, tu as le droit à 5 visiteurs, qu'il faut que tu choisisses une liste avant que tu commences ta greffe, qui peut venir te voir. Puis à chaque fois que le monde rentre dans ta chambre, ils sont masqués, avec des jaquettes jaunes, il faut qu'ils se lavent les mains, puis là, ils rentrent dans un intersalle, il faut qu'ils ferment la porte. Après ça, ils peuvent ouvrir la porte pour rentrer dans ta chambre, pour diminuer tous les risques d'infection. Puis là, ça fait 2 mois que je suis enfermé dans ma chambre. Tu sais, une chambre d'hôpital, c'est pas vraiment grave. Puis, tu sais, je voyais que ma moelle osseuse, ça repartait pas. Que là, il y a un médecin qui est venu me voir, elle dit, ben, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Puis elle dit, pensez à soir, là, dans le fond, il y a 2 antivagins qui me donnaient, le MMF et la cyclosporine. Elle dit, on a vu dans nos livres que le MMF pouvait faire une toxicité au niveau de la moelle qui fait que ça repart pas. Puis elle dit, pense à ça, si t'arrêtes, ça peut tout faire gâcher la greffe, sinon ça peut fonctionner. Qu'on te laisse sentir les mains. Que moi, j'étais tanné. Que le lendemain matin, le médecin revient, j'ai dit, j'arrête tout. Que je voulais me retourner chez nous. Elle a dit, attends 2 semaines, puis si ça part parti, on va te laisser repartir chez nous. Que 2 semaines, jour pour jour, ma moelle osseuse, ça repartit. Que là, je savais que, dans le fond, la seule affaire pour combattre les champignons, ça prend des globules blancs, puis un antifongique. Que quand j'ai eu, dans le fond, quand ma moelle est repartie, ben, les globules blancs, c'est des petits soldats. Que je savais que peut-être j'allais être capable de combattre mes champignons dans mes poumons. Que la moelle est repartie. Là, tranquillement, les globules blancs ils ont fait leur fonction. Ils ont attaqué mon aspergillose. Puis après ça, ça a parti. Puis ensuite de ça, en 2009, juste dans cette période-là, j'ai eu de 2006 à 2008, j'ai eu au-dessus de 300 transitions. Puis en 2009, la vie a reparti. J'ai repris de la force, j'ai continué à faire mes choses, que j'étais encore rentré au cégep pour continuer à finir mes cours de base. Puis là, je me demandais, bon, Sergent André était rendu, en 2009, j'avais, disons, 20 ans, 21 ans. Bon, qu'est-ce que tu pourrais faire? Que j'ai décidé de m'en aller en 2010 en soins infirmiers au cégep à Victo.
Puis là, je faisais encore de l'hémodialyse. J'avais pas eu encore ma greffe de rein avec tout ça que je devais avoir en 2006. Que je rentrais en soins infirmiers, puis je suis le premier dans le fond. J'ai eu ma greffe de rein en 2015. Bon, c'est bon. Et ça, je suis rentré en 2010. Puis je suis le premier greffé de rein que j'ai eu en juillet 2015. J'ai eu une greffe de rein. Je suis le premier greffé de rein qui a eu une greffe de moelle osseuse. Il ne savait pas s'il attendait 2 ans ou 5 ans après la greffe pour pouvoir me greffer. Que moi, j'ai dit tant qu'à pas savoir, j'aime mieux me laisser tout le temps pour mon corps reprendre de son mieux. Que je savais que je rentrais en 2010 en soins infirmiers, que j'allais finir ma technique en 2013, ça allait faire 5 ans. Puis Sainte-Justine, d'habitude, à 18 ans, tu peux plus, vu que c'est un hôpital pédiatrique, ils ne peuvent pas te garder. Moi, ils m'ont gardé jusqu'à 23 ans. Puis en 2011, ils m'ont transféré à l'Hôtel-Dieu de Québec. Quand j'étais arrivé à l'Hôtel-Dieu de Québec, là, on a tous fait les suivis. Ils ne connaissaient pas, que là, ils ont tous étudié mon dossier. Puis en 2013, j'ai fini ma technique. J'ai été embauché à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Je travaille présentement au bloc opératoire à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca depuis 2014, parce que je suis au bloc opératoire. En plus d'avoir reçu beaucoup de transfusions de sang, je vois encore plus l'importance. Je le vois l'importance pour moi, mais je le vois encore plus quand je travaille à l'hôpital, parce qu'à tous les jours, comme il parlait, autant les femmes enceintes qui accouchent par césarienne, bien souvent, ou les accidentés, on en voit beaucoup. C'est ça. En 2013, je finis mon cours, puis on a tout refait les tests, parce qu'il s'est passé 10 ans entre 2006 et 2015. En 2015, ça s'est passé là. Dans le fond, j'ai eu ma greffe de rein. Que mes parents, il y avait 10 ans, qu'ils ont tous fallu qu'ils refassent les examens. Puis moi, avec ma greffe de moelle osseuse de 2006-2008, quand je suis né, j'étais A positif. Puis quand on a refait les examens, ma dernière greffe de moelle osseuse en 2008, j'étais rendu AB positif. J'ai changé de groupe sanguin. Que c'est encore mieux, parce que là, je suis rendu receveur universel. Que là, on a tous refait les tests pour voir si mes parents étaient encore compatibles. Ils étaient encore compatibles. Puis en 2015, le 21 juillet 2015, j'ai eu ma greffe de rein. C'est ma mère qui m'a donné un rein. Que depuis 2015, j'ai pu faire de l'hémodialyse, à me brancher une nuit sur 2. Je peux voyager, parce qu'avant, je ne pouvais pas voyager. Je ne pouvais pas partir plus que 2 jours de chez nous. Que je travaille comme infirmier, je suis en pleine forme, je fais du sport. Puis là, je viens d'avoir 30 ans le 9 janvier cette année. Que là, comme vu que je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas partir en voyage. Que là, cette année, là, un mois, en mars, j'étais allé aux îles Turquoises. Que là, on me voit en train d'essayer de faire du kitesurf. Que c'est ça. Que c'est un peu mon histoire. C'est sûr que j'ai compté vite parce qu'on n'a pas tout le temps. Mais c'est un peu mon histoire de ma vie. Que je suis vraiment content, comme je vous ai dit tantôt, d'être le président d'honneur. Puis si ça peut, mon histoire peut vous avoir motivé encore plus à recruter des donneurs, ben, vous avez la preuve vivante devant vous que juste moi, ça a pris 500 j'ai eu besoin de 500 transfusions. Que quand on pense que juste un don de plaquettes, ça prend 4 donneurs, ben, juste pour moi, ça a pris plus que 1000 donneurs pour me sauver la vie. C'est pour ça que c'est le fun cette année, on vise dans le 1000 parce que qu'est-ce qui serait le fun, c'est qu'on l'atteigne. Puis, si on regarde, juste pour moi, ça fait au-dessus de 1000 donneurs juste pour moi, que ce serait le fun de l'atteindre tous ensemble. En une journée, de remettre tout dans la banque de sang d'Héma Québec. En une journée, tout ce que j'ai eu besoin pour moi. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps parce que. Merci beaucoup. Je passe le micro à Patrick. Serge-André Tardy, mesdames, messieurs. Come on, come on!
on se dit toujours, ça nous arrivera jamais, on connaît pas personne à qui c'est arrivé. Qui sont les secondaires 1 en levant la main dans la salle? Ben, c'est ça. Serge André était là aussi en secondaire 1, c'est votre âge, c'est à cet âge-là que lui, le problème a commencé. On ne vous souhaite pas de malheur à personne, mais on ne peut jamais prévoir qu'est-ce qui peut arriver malheureusement dans une vie. Et Serge André, comme il disait si bien, s'il n'y avait pas eu 1000 personnes qui avaient fait un don, il ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Et 1000 $ pour une seule personne, essayez de vous imaginer quand Patrice disait 80 000 personnes à travers le Québec ont besoin. Imaginez le nombre de dons de sang qui est nécessaire, c'est assez particulier. Patrice? Hey gang, je pense qu'en écoutant le récit de Serge André, on peut constater à quel point on est chanceux. Ma job, mon travail, mon quotidien m'amène à rencontrer des gens comme Serge André, mais un paquet d'autres bien sûr. À tous les jours, c'est mon gaz. À tous les jours, c'est mon énergie. C'est ce qui me motive. Là, ici, à matin, là, on est là en gang pour vivre un projet de gang. Pour vivre un projet vraiment vital. J'ai plus besoin de vous le vendre, vous le savez. On va essayer en gang d'aller chercher, d'aller atteindre le 1000 $. Ça se fait pas facilement parce que je vous ai mentionné tantôt qu'il y a seulement 3% de la population au Québec qui donne du sang. Mais si à la gang, si en groupe, si en grande communauté que nous sommes dans l'école, on est capable d'aller chercher ne serait-ce qu'un seul donneur, une seule personne participante de notre entourage qui s'engage à venir faire ce don-là, ce geste vital, ce geste essentiel, ben tabarouette, à la gang, on va le réussir, j'en suis certain. De toute façon, les chiffres l'ont démontré tout à l'heure à l'écran. On a jusqu'à maintenant, depuis les 7 premières éditions, atteint notre objectif. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à aller chercher votre donneur. C'est ce que je viens vous redemander à nouveau cette année. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire les efforts requis. Pas de se faire dire non une première fois, puis baisser les épaules, puis dire « je suis pas capable ». Non, je suis certain que en redoublant un peu d'efforts, en se remémorant ce qu'on a entendu de la part du témoignage de Serge André, je suis certain que si on se transpose un peu dans sa propre vie, on va aller chercher l'énergie nécessaire pour continuer à ouvrir des portes, à ouvrir nos œillères, puis dire « OK, là, je n'ai pas encore trouvé mon donneur, mais je vais continuer. » C'est ce que je vous demande de faire. Tentez d'en trouver un. Chose faite, pourquoi pas en trouver un deuxième? 1000, c'est notre objectif pour le 30 avril. 984 l'an passé, on est à 16 de l'atteindre. Mais c'est pas gagné d'avance, c'est sûr que c'est pas gagné. C'est toujours à refaire. Je vais l'annoncer. Au mois de mai prochain, nous allons, François et moi, aller à Dallas. En décembre dernier, Eva Québec a pris la décision d'inscrire le projet de la polyvalente Tassamar à un regroupement mondial. Nous faisons, Eva Québec, partie d'un regroupement mondial qui s'appelle ADRP, Association Donor Recruitment Professional. À chaque année, il y a un congrès qui se tient. Et lors de ce congrès-là, des prix sont remis, des awards sont remis pour les différentes catégories. Nous avons décidé d'inscrire la polyvalente Tassamar pour l'événement de l'année, en fait pour le High School Blood Drive Award. Vous êtes inscrits à travers le monde. Là-dedans, dans cette catégorie-là, des gens de l'Australie, des gens de la Belgique, des gens de la Suisse, des gens de la France, des gens de la Nouvelle-Zélande, des gens des États-Unis sont en nomination. Vous êtes en nomination, une ville, une municipalité est en nomination contre des pays. Est-ce que vous saisissez l'importance? Une municipalité de 7000 personnes est en nomination pour le High School Blood Drive, pour la collecte de sang scolaire contre des pays. Le 9, 10 et 11 mai, je souhaite, et je suis certain que François le souhaite, aller chercher le prix et montrer notre résultat. Je souhaite. On est en nomination. Peu importe le résultat,
de la collecte de sang, nous sommes en nomination avec la candidature présentée, avec le résultat de l'an passé, 984. Ça, on est en nomination, il n'y a pas de souci. Mais il me semble que ce serait hot d'arriver sur le stage là-bas, de dire « Hey, cette année, là, hey Dallas, c'est ce qui remporte avec plus de 1000 ou même plus que 1000. » Ça vous tente-tu? This is against the world. Non mais honnêtement, juste le fait, et je veux rien minimiser là, simplement le fait d'être en nomination, d'être en candidature pour ce prix-là contre des pays, contre d'autres banques de sang dans le monde, déjà ça pour moi et pour François et la Polyvalente, c'est un fait marquant. Juste de ça, on peut vraiment être très fiers. Et sur place, là-bas, si jamais on gagne, j'aimerais ça arriver avec le 1000 atteint cette année. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de faire des efforts requis. Oui, pour la Award, c'est sûr, mais pour les patients. Pour ceux et celles qui en ont besoin, le 1000 poches de sang qui est requis ici, là, le 30 avril, là, je le souhaite. Le souhaitez-vous? Moi, je le souhaite. Bon recrutement. Juste avant de quitter, on a un petit service à vous demander. Toujours dans l'optique du congrès du mois de mai, on a pensé à faire un petit quelque chose. François? Oui, on vous explique. C'est-à-dire que oui, j'aimerais bien, au mois de mai, aller présenter notre collègue notre nomination face avec notre collègue de 984 de l'an passé, mais on a la chance de présenter une petite vidéo. Patrice a demandé là-bas au congrès de pouvoir présenter une petite vidéo avec le résultat de notre collègue de cette année. Parce que là, notre collègue a lieu le 30 avril, le congrès a lieu au mois de mai. Et Une semaine après. Ça leur présenter. Une semaine après, exactement. On aimerait ça arriver avec le résultat de notre collègue. Sauf qu'on s'est dit, on va préparer aujourd'hui une petite vidéo pour Dallas qu'on va faire. J'ai deux élèves, Alicia et Ariane. On va faire une petite vidéo. Le principe, vous allez voir, c'est assez simple. Alicia et Ariane vont présenter notre collecte de cette année. Là, on fait une simulation comme si on avait atteint notre objectif de 1000. Fait qu'ils vont faire une petite présentation et ils vont parler. Alexandre va les filmer. Et avec vous en arrière dans la salle. Et on va mettre un petit passage à l'écran. L'écran, on va mettre un écran blanc. Est-ce que tu voudrais, Patrice, mettre un écran blanc, s'il vous plaît? On va mettre l'écran blanc et Alexandre va superposer, lorsqu'on aura au mois d'avril notre résultat, va superposer à l'écran le résultat de cette année. Et ce qu'on va vous demander, une fois qu'on aura fait le passage à l'écran, Alexandre va revenir ici à la foule et là, c'est là qu'on va vous demander, les filles vont faire des thumbs up, de crier, d'applaudir, c'est ça, comme vous êtes si bien capable, comme de quoi on avait atteint et même, j'espère, dépasser notre objectif pour que, au mois de mai, à Dallas, on leur montre qu'on a gagné avec 984 si on gagne, mais qu'on est capable de faire encore plus. Et je le sais qu'on est capable. Fait que je laisse le micro aux filles. Non? Fait qu'on est attentif aux filles, ils vont faire une mini présentation, 2 petites phrases à faire, ils vont présenter notre collègue à Dallas, un petit bout en anglais parce qu'à Dallas, je pense pas que ça va parler français là, et j'ai toujours dit, j'ai très hâte de les entendre dire « play civil » en anglais, ça va être bon. Salut Dallas! Bonjour les membres de l'ATRP. Félicitations François et merci de nous faire vivre cette expérience unique. Hi Dallas, hello ADRP's members. Thank you for this prize from all the Dallas students. We are really happy and proud to help and make a difference in the life of patients. Bravo François, we are proud of you. Dallas, this is the result of our blood drive last week.
Et honnêtement, là, on vous montrera, on va essayer à Dallas au mois de mai, Patrice et moi, de vous faire un FaceTime live pour montrer qu'est-ce qui se passe là-bas et j'ai bien hâte de montrer cette petite vidéo-là. Je vous remercie beaucoup et merci Serge André de faire partie de notre merveilleux projet. Gardez en tête, Serge André, 1000 dons de sang, c'est ce qu'on va aller chercher nous autres le temps de avril, j'en suis certain.